Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 2 octobre 2021 pour le 252e rapport de situation sur le Donbass, un rapport qui va être principalement axé sur l'évolution de la situation militaire, sur la visite à Damas d'une délégation de la République populaire de Donetsk pour participer au forum sur la reconstruction de la Syrie. Je vais parler aussi brièvement de la création de cette zone douanière commune entre la RPD et la RPL. Je vais parler bien sûr du festival de littérature Étoile au-dessus du Donbass dont l'ouverture a eu lieu cette semaine, je vous en avais parlé, et je vais surtout parler beaucoup plus avant de la situation en Ukraine. Sur le plan militaire, du 25 septembre au 1er octobre 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 20 reprises, durant lesquelles elle a tiré 279 munitions, dont 20 obus d'artillerie de 122 mm et 97 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc ça c'est pas bon. Clairement. Il faut y rajouter les 3 violations et les 83 munitions tirées, dont 24 obus de mortier de 120 mm par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. Ces tirs ont tué un soldat de la RPD, en ont blessé un autre, et ont endommagé la mine de charbon de Zasyatko, entre autres les fameux tirs d'artillerie lourde, je vais y revenir en détail. Côté ukrainien, les pertes hors combat de la semaine sont de 1 mort et 2 blessés. Et puisqu'on parle de violation des accords de Minsk, je vais parler violation du point concernant le retrait des armes lourdes, puisque l'armée ukrainienne continue d'en déployer près de la ligne de front. Cette semaine, les services de renseignement de la RPD ont détecté le déploiement de 56 pièces d'armement lourd, on est à 2 fois plus que la semaine passée. On a dans le détail 18 obusiers automoteurs Akatia de 152 mm, 14 canons Jetsin B de 152 mm, 2 canons obusiers D20 de 152 mm, 6 chars d'assaut dont le modèle est non spécifié, un système de missiles anti-char Sturm S de 130 mm, 2 systèmes de défense antiaérien OSA, un système de défense antiaérien Shilka, 3 véhicules de transport de troupes blindés type BTR, 4 véhicules de combat d'infanterie type BMP, 4 véhicules blindés et 1 véhicule du génie blindé type IRM-2. Et en plus de ces armes qui sont déjà déployées, les services de renseignement de la RPD ont détecté l'arrivée dans plusieurs gares de la zone du Donbass sous contrôle ukrainien d'autres armes, à savoir 12 canons Jetsin B de 152 mm, 18 obusiers automoteurs Akatia de 152 mm et un système de défense anti-aérien Strela 10 qui ont été détectés dans les gares de Zachatovka, Volnovacha et Khlebodarovka. Bien sûr, pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne a massivement brouillé les signaux des drones de l'OSCE. Je vous montre la carte. Mais clairement, le fait qu'il y a de nouvelles armes qui arrivent au niveau des gares du Donbass qui est sous contrôle ukrainien, c'est assez inquiétant. Comme je l'ai indiqué en début de sitrep, la mine Zasyatko, qui est située près de Mineralnoye, donc c'est un peu au nord de Donetsk, a été endommagée suite à des tirs d'artillerie lourde de l'armée ukrainienne. On peut voir que les cratères qui ont été laissés sur le territoire de la mine ne laissent aucun doute sur le type de calibre qui a été utilisé. Ces obus d'artillerie de 122 mm tombés donc sur ce territoire de la mine le 30 septembre au matin ont endommagé le bâtiment de la station de pompage, la canalisation de dégazage qui est conçue pour le pompage du méthane hors de la mine, les entrées de câbles qui alimentent le ventilateur principal et l'ascenseur du puits d'alimentation en air de la mine. C'est déjà la 2e fois en un mois que cette mine est visée par l'armée ukrainienne. Je rappelle que le 8 septembre, c'était le ventilateur principal qui avait été endommagé. Je vous montre les photos qui ont été fournies par la représentation de la RPD au sein du CCCC, donc je rappelle, Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu. Bon, ça c'est des tirs qui pourraient faire des morts parmi les mineurs, parce que vous les privez de système de ventilation, de système de pompage du méthane, l'autre fois il s'était retrouvé aussi privé de courant, ça devient quand même très très dangereux. En RPL, la situation est assez tendue aussi en République populaire de Lugansk, parce que cette nuit, un drone de l'armée ukrainienne a largué des engins explosifs sur une sous-station électrique et une station de pompage située près de Slavianov-Serbsk. Résultat, on a eu plus de 5000 personnes qui sont sans électricité, 8 localités qui ont un approvisionnement en eau réduit. Les équipes de réparation font au plus vite pour réparer les dégâts et permettre à cette sous-station électrique et à la station de pompage de refonctionner normalement.
également. Là aussi, les photos nous sont fournies cette fois par la représentation de la RPL au sein du CCCC. C'est pas bon du tout hein, quand on voit ce genre de choses. Bon, comme je vous l'ai dit, je vais vous parler très brièvement hein, de cette annulation des douanes entre la RPD et la RPL, hein, puisque je vous rappelle donc les deux républiques ont signé un accord visant à créer une zone douanière commune, et bien suite à cet accord qui est entré en vigueur, hein, les postes de douane situés à la frontière entre les deux républiques sont en cours de démontage. Hein, je vous montre des photos qui ont été prises par les collègues sur place. Ça c'est une très bonne chose, ça va permettre de fluidifier grandement le trafic entre les deux républiques, faciliter entre autres le passage même des gens, parce que franchement c'était très compliqué de passer d'une république à l'autre. Donc là franchement c'est un super truc, donc c'est enfin entré en vigueur. Les deux républiques ont aussi annulé pour encore plusieurs mois le couvre-feu. Alors de manière totale en RPL, partielle en RPD. Donc en RPD c'est juste le week-end, hein, donc du vendredi soir jusqu'au lundi matin. Mais donc cette mesure qui avait été prise pendant l'été de manière temporaire a été jugée plutôt positive. Il n'y a pas eu de recrudescence, on va dire, d'actes de sabotage, etc. Donc ils ont estimé que voilà, ça permettait de prolonger cet assouplissement du couvre-feu pour plusieurs mois de plus, donc ça c'est une très bonne chose aussi. Je vous avais dit aussi que les exhumations de corps se poursuivaient dans les deux républiques. En RPL, ça y est, les corps de 36 civils, 36 victimes de l'armée ukrainienne qui avaient été exhumés d'une des fosses communes près de Krasnodon ont été réinhumés dans le cimetière de la ville de Krasnodon avec une cérémonie religieuse. Je vous montre les photos qui ont été prises sur place. Bon, de manière assez logique, de telles réinhumations vont se multiplier, vu que les groupes interdépartementaux de recherche des personnes disparues et des victimes de la guerre travaillent maintenant à plein régime, tant en RPD qu'en RPL, donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus d'exhumations et de réinhumations derrière, une fois que les personnes ont été identifiées formellement. Donc ça c'est une très bonne chose, que les gens puissent enfin être enterrés correctement et puis être identifiés pour que les familles puissent faire leur deuil. Je vous le disais en introduction, cette semaine, donc une délégation de la RPD s'est rendue à Damas pour participer au forum Rebuild Syria 2021 et établir aussi des contacts avec le parti Baas, qui est le parti au pouvoir. Le but étant de renforcer la coopération entre les deux pays. Je rappelle que la RPD avait participé une première fois avec succès à ce même forum Rebuild Syria, mais en 2019. Donc là, ils sont revenus. Le forum se déroule du 29 septembre jusqu'à aujourd'hui inclus, mais la délégation est arrivée en avance pour pouvoir entre autres rencontrer plusieurs officiels syriens. Le forum rassemble quand même cette année 31 pays, 389 participants et plus de 40 000 visiteurs. La délégation de l'RPD a présenté un catalogue des produits que les industries de la République peuvent exporter vers la Syrie pour l'aider à se reconstruire. Et comme je l'ai dit, ça a été aussi une occasion d'établir des contacts plus poussés avec les autorités syriennes et entre autres le parti Baas, qui est le parti au pouvoir, c'est le parti du président Bachar al-Assad. Entre autres, la délégation de l'RPD a rencontré le docteur Mahdi Dalhalhala et Hilal al-Hilal, qui lui est le secrétaire général adjoint du parti Baas en Syrie. Lors de cette rencontre, donc ils ont discuté des possibilités de renforcer la coopération et les interactions entre la RPD et le parti Baas. Hilal al-Hilal a souligné l'importance d'établir des relations entre la RPD et la Syrie et a noté que cette dernière veut maintenir et développer ses relations avec le Donbass à tous les niveaux. Il a aussi également attiré l'attention sur le fait que Bachar al-Assad souhaite renforcer l'amitié de la Syrie avec tous les peuples des pays qui ont vécu ou vivent des guerres sanglantes déclenchées par les pays occidentaux. Le chef adjoint de l'administration du chef de la RPD, Gennady Liebed, a exprimé l'espoir d'un développement de coopération entre la RPD et la Syrie et adressé ses vœux chaleureux à tout le peuple syrien. En marge du forum, les représentants de l'RPD ont aussi rencontré
était le vice-président du Conseil des ministres de Crimée et représentant permanent de la Crimée auprès du président de la Fédération de Russie, Georgi Muradov, et des réunions avec les représentants d'un certain nombre d'entreprises et de sociétés d'investissement syriennes sont prévues pour négocier des perspectives de coopération future avec le Donbass. Donc comme on le voit, la politique de sanctions et de non-reconnaissance d'un certain nombre de pays par l'Occident, au bout d'un moment, ça montre ses limites. Parce qu'en fait, quand tous ces pays-là décident de se dire que ils n'ont plus rien à perdre, puisqu'ils sont déjà sous sanctions ou non reconnus, ça fait qu'ils se mettent à travailler ensemble. Voilà, et je pense que le Donbass a pas mal de choses à offrir à la Syrie en matière de matériaux de reconstruction, entre autres de l'acier, puisqu'on en produit quand même beaucoup ici. Donc je pense qu'il y aura vraiment du débouché, et pas que en Syrie, je pense que ça va nous permettre aussi de développer des exportations vers d'autres pays qui eux aussi sont sous sanctions ou non reconnus par l'Occident. Et comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, le 29 septembre a eu lieu l'ouverture du festival de littérature Étoile au-dessus du Donbass. Donc c'était au départ un festival de science-fiction, mais maintenant il s'est ouvert en fait à des auteurs plus généralistes, etc. C'est devenu beaucoup plus grand, beaucoup plus large. J'y ai retrouvé, comme je vous l'avais promis, Faina Sabenkova. Je l'ai interviewé avec son co-auteur Alexandre Kantorowicz. Bon, j'ai plus interviewé Alexandre Kantorowicz que Faina, puisque Faina a toujours sa phobie des caméras. Elle répond juste par oui ou par non. Voilà, elle est très timide face caméra. Elle est beaucoup plus à l'aise avec l'écrit qu'avec l'oral. Leur premier roman, qui je le rappelle, leur premier roman commun qui s'intitule Ceux qui se tiennent derrière ton épaule est enfin sorti des imprimeries, disponible à la vente en version papier. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il était disponible en version électronique. Pour cette 3e édition du festival, ce dernier s'élargit, parce qu'on est passé d'une vingtaine de participants à plus de 130, avec des écrivains qui viennent de plusieurs régions de Russie, de RPL, de Biélorussie, d'Allemagne et d'Israël. Il y a eu en tout 90 conférences, ateliers, lectures, séances d'autographes et présentations durant les 5 jours du festival. L'occasion de présenter entre autres par exemple l'abécédaire du Donbass, qui permet aux enfants de l'RPD d'apprendre l'alphabet de manière à la fois patriotique et ludique. Ces deux co-auteurs, Sergei Volkov et Darina Lysakova, ont été récompensés et décorés lors de la cérémonie d'ouverture pour ce magnifique travail. Franchement, je trouve ça super. Plusieurs autres livres ont été présentés, entre autres celui de notre défunte collègue Katia Katina, La Rousse avec une caméra, et aussi le livre Un ange au-dessus du Donbass, et le recueil de contes fantastiques Le Donbass vit, puisque à chaque édition du festival, il publie un recueil de textes produits par les participants de ce même festival. Lors de la cérémonie d'ouverture, il y a eu plusieurs diplômes, décorations et prix qui ont été remis à plusieurs auteurs. La ville de Donetsk elle-même a reçu de l'Union internationale des écrivains le titre de ville littéraire d'importance internationale, ce qui est quelque chose d'important. Faina Sabenkova a quant à elle reçu le prix littéraire de la paix, décerné par cette même Union internationale des écrivains. Je trouve qu'elle mérite parfaitement ce prix, surtout que ces textes qui, comme certaines personnes m'ont fait remarquer en commentaire, sont de moins en moins des textes d'enfants ou enfantins et de plus en plus des textes politisés. Ces textes visent justement à ramener la paix dans le Donbass, comme elle me l'a dit lors de l'interview que j'ai faite avec elle. Et après, parce qu'après la cérémonie d'ouverture, on est allé boire un thé, manger une part de gâteau, et puis se balader un peu sur les berges de la Kalmius. Et là, une fois qu'elle est un peu plus relaxe, qu'il n'y a pas de caméra, elle a effectivement un petit peu plus explicité tout ça. Clairement, Faina est une petite fille très intelligente qui a compris que elle a obtenu une audience internationale et que ces mots sont importants, qu'ils ont un pouvoir. Et elle a décidé d'utiliser ce pouvoir pour quelque chose de positif, qui est de ramener la paix dans le Donbass, de mettre fin à la guerre. Et donc je trouve que ce prix littéraire de la paix est parfaitement mérité. C'est une petite fille qui maintenant représente à elle seule l'ensemble des enfants du Donbass. Elle est quelque part devenue leur porte-parole, et elle est consciente de l'importance de ce rôle. Donc je trouve que c'est très très bien que ça a été reconnu par cette Union internationale des écrivains. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très bien.
Et j'espère vraiment qu'elle va continuer là-dedans. Et bon, pour l'instant, elle a l'air de pas trop encore savoir quels vont être les prochains projets, dans quoi elle va se lancer, si ça va être un roman ou une pièce de théâtre ou quoi. Pour l'instant, elle a beaucoup de choses à faire, entre autres la promotion du livre qu'elle a coécrit avec Alexandre Kantorowicz, dont je devrais recevoir un exemplaire bientôt. Donc je vais pouvoir le lire et vous donner mon avis dessus. Je vais vous parler maintenant de la situation en Ukraine, puisque la question entre autres de la disparition des retraites revient sur le tapis. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'avais déjà dit, il y a de moins en moins d'actifs qui cotisent, avec 8 millions d'Ukrainiens qui sont partis travailler à l'étranger, et seulement 36% des Ukrainiens en âge de travailler qui cotisent, c'est-à-dire qu'il y a 60% des Ukrainiens qui vont se retrouver sans retraite, puisque je rappelle qu'avec la réforme dont je vous avais parlé l'an passé, ceux qui n'ont pas assez cotisé ou pas cotisé du tout, eh bien ne touchent plus rien, il n'y a plus de retraite minimum. En octobre d'ailleurs de l'année dernière, le premier ministre ukrainien Denis Shmyhal avait déclaré aux étudiants de l'école polytechnique de Lvov que d'ici 10 à 15 ans, de toute façon, l'Ukraine ne sera plus en mesure de payer les retraites. Parce qu'avec un actif pour 2 retraités et l'impossibilité d'augmenter les impôts, il n'y aura tout simplement pas d'argent pour payer les retraités. Donc ça a fait un gros scandale, ça a fait un gros choc dans le pays. Certains, comme le chef adjoint de la Fédération des syndicats d'Ukraine, Alexandre Choubine, pensent que Shmyhal il est plutôt optimiste. Pour Choubine, c'est pas 10-15 ans, pour lui c'est dans 5 ans que l'Ukraine pourra déjà plus payer les retraites. Bien sûr, ces discussions sont l'occasion de ramener sur le tapis l'idée d'obliger les Ukrainiens à épargner via des fonds de retraite privés. Je rappelle que la dernière expérience dans ce sens avec les employés de la Banque nationale ukrainienne a été un désastre, ils se sont retrouvés sans rien, parce que l'argent avait été investi dans des sociétés pourries qui ont fait faillite. Voilà. La seule vraie solution, ça serait que l'État ukrainien comble le déficit, mais c'est pas possible parce que l'Ukraine est endettée jusque ras la gueule, qu'il faut qu'elle rembourse ses créanciers occidentaux, et qu'en plus de ça, elle a des budgets dithyrambiques pour l'armée, le SBU et les projets culturels néo-nazis, et tout ça, c'est plus important que de payer les retraites. Voilà, donc les retraités ukrainiens... c'est démerdez-vous, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Et la situation financière de l'Ukraine ne va pas s'améliorer, puisque la Russie pousse désormais de plus en plus pour contourner le pays en matière de transit de gaz, comme le montre le contrat qui a été conclu entre Gazprom et la Hongrie. Donc le contrat a été signé le 27 septembre, il est déjà entré en vigueur, là, le 1er octobre. C'est un contrat sur 15 ans, qui prévoit que la Russie fournira 4,5 milliards de mètres cubes de gaz par an à la Hongrie. Sur ce total, 3,5 milliards de mètres cubes passeront par la Serbie, 1 milliard par l'Autriche. Je rappelle que là, le prix du gaz en Europe a atteint, je crois, les $1 1,200. Les 1000 mètres cubes, c'est la première fois de l'histoire qu'on atteint des trucs pareils. En Ukraine, le prix est même de $1 500. Les gens vont crever de froid, ils pourront pas payer les factures, je sais pas comment ils vont faire. Quand on voit ces records, on se rend bien compte de l'intérêt des contrats longue durée, comme ce que la Hongrie vient de faire. Je rappelle, ce sont des contrats à long terme qui assurent aux clients un prix fixe relativement bas, au lieu de laisser la bourse et les spéculateurs fixer le prix. Je rappelle ce que je vous expliquais la semaine dernière en détail, c'est ça qui a provoqué la flambée actuelle du prix du gaz. En tout cas, ce contournement de l'Ukraine n'a pas été du goût de Kiev, qui voit ses pertes de revenus liées au transit du gaz russe continuer de se creuser. Et puis, comme à son habitude, l'Ukraine a réagi de manière totalement infantile et hystérique. Les autorités ukrainiennes sont complètement déconnectées de la réalité. Ils crachent sur la Russie, sur la Hongrie, mais il faudrait que la Russie continue à faire transiter son gaz par l'Ukraine. Ça fait 7 ans que Kiev discrimine les russophones et les hongrois ethniques qui vivent dans le pays, mais c'est pas grave, on vous crache à la gueule, mais il faut continuer de faire transiter votre gaz par chez nous et de nous payer pour ça. C'est n'importe quoi. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis, mais je le répète pour ceux qui n'ont pas suivi, mais depuis le Maïdan, l'Ukraine a complètement violé un principe de base des relations commerciales, qui est que si tu veux garder des bonnes relations commerciales, tu t'arranges pour bien traiter aussi bien ton client que ton fournisseur. Si tu leur
crache à la figure sans arrêt. Alors, je rappelle que l'Ukraine nous raconte que c'est l'État agresseur qui aura envahi le Donbass, sans parler de toutes les politiques russophobes et discriminatoires. Je veux dire, quand après Kiev vient dire que bah oui, mais il faut que Moscou continue de faire transiter son gaz par son territoire, tu te dis, mais vous planez quand même. Je le rappelle encore une fois, d'ailleurs, rien que le fait que l'Ukraine insiste autant pour que la Russie continue de faire transiter son gaz par son territoire, c'est la preuve que les deux pays sont pas en guerre. Hein. Non, c'est deux pays en guerre, dont un qui sera envahi par l'autre. Celui qui est envahi ne demande pas à l'envahisseur de continuer à faire transiter son gaz ou son pétrole ou tout ce que tu veux. Enfin, non. On n'a jamais vu ça dans l'histoire, faut arrêter les bêtises. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que depuis le Maïdan, la relation commerciale entre l'Ukraine et la Russie est complètement malsaine, qu'elle est risquée. Je rappelle que l'Ukraine a déjà volé du gaz il y a quelques années en arrière. En plus, le pays est en plein effondrement total, comme vous voyez par exemple avec les retraites, ce qui veut dire que le système de transit de gaz va subir le même sort que le pays dans lequel il se trouve. Et pour couronner le tout, le passage par l'Ukraine est plus cher que le Turkish Stream et par l'Europe du Sud. Donc c'était logique et normal que Gazprom cherche à contourner l'Ukraine. Je veux dire, quand tu mets tout ça bout à bout, si tu veux, je veux dire, quand tu calcules pour un contrat, tu regardes les plus et les moins de chaque route. Quand tu as autant de points négatifs pour une seule route, si tu veux, celle-là, tu vas l'éviter, quoi. Voilà. En plus, même côté hongrois, je veux dire, il y avait des griefs côté hongrois vis-à-vis de l'Ukraine, puisqu'en voulant discriminer les russophones, Kiev avait aussi discriminé les autres minorités ethniques, dont les Hongrois, je veux dire, qui ont été touchés par la loi sur la langue ukrainienne, sur la loi sur l'enseignement. Je rappelle que tu avais des tarés comme la Irina Farion, qui disaient que les Hongrois étaient des débiles et qu'il fallait les déporter, que tu en avais un autre, là, c'était un député, carrément, qui avait appelé à faire exploser des bombes sales, des bombes nucléaires sales en Hongrie. Donc si tu veux, quand Gazprom a dit écoutez, pour le contraire, on recommande de contourner l'Ukraine, si tu veux, je pense que Budapest s'est pas trop fait prier. Je pense qu'ils sont effectivement un pays comme ça, voilà. Bien entendu, l'Ukraine hurle à l'atteinte à la sécurité nationale de l'État et à la sécurité énergétique de l'Europe. En vrai, c'est surtout une atteinte à leur porte-monnaie. Voilà. Et là où l'Ukraine a dépassé les bornes, c'est quand elle a demandé à la Commission européenne d'aller mettre son nez là-dedans pour vérifier la conformité du contrat avec la législation européenne sur l'énergie. Et là, c'est parti en couille. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, a vivement protesté contre cette tentative d'ingérence dans les affaires intérieures de la Hongrie. Il a quand même rappelé que là, il s'agissait de l'économie et de la sécurité nationale de la Hongrie en matière d'approvisionnement énergétique, et que les autres pays n'avaient pas leur mot à dire, et surtout pas l'Ukraine. Voilà. Bon, sans surprise, la Commission européenne a décidé d'aller foutre son nez là-dedans. Ils ont exigé de la Hongrie qu'elle justifie ce contrat parce que ça assure plus de 28% de ses besoins. Il faut qu'elle prouve que ça met pas en danger sa sécurité en matière d'approvisionnement énergétique ni sa transition vers des énergies plus vertes. Les mecs, non mais vous avez déjà Budapest qui est déjà bien braqué contre vous avec les histoires de trucs LGBT et compagnie et d'immigration. Calmez-vous, parce que il y a des gens en Hongrie qui commencent à parler du Huxit, si tu veux, qui commencent à dire que la Hongrie ferait peut-être bien sortir de l'UE. Parce que là, vous voulez leur péter menu. Je veux dire, à un moment, faut arrêter, mêlez-vous de vos affaires. C'est d'ailleurs ce que Péter Szijjártó a dit. Il a dit que la Hongrie a le droit souverain de signer des contrats d'approvisionnement avec qui elle veut. Et qu'elle a dit, en gros, occupez-vous de vos fesses, nous on s'occupe des nôtres, et de s'assurer que nos citoyens pourront se chauffer comme il faut cet hiver. C'est pas vos affaires. Voilà, en gros, c'était ça l'idée. En vrai, ce qui motive l'Union européenne, c'est pas des histoires de transition vers des énergies plus vertes ou la sécurité énergétique. Non. C'est comme pour l'Ukraine, c'est une histoire de porte-monnaie. Pourquoi ? Parce que ce dont a peur Bruxelles, c'est que la Hongrie soit le premier pays d'une longue liste à venir qui va se dire que à 1200$ le gaz sur les 1000 m3 sur le marché. Finalement, passer des contrats longs avec la Russie et en plus en contournant un pays risqué comme l'Ukraine qui risque de couper les robinets ou de voler du gaz parce qu'il n'y a pas assez de pression dans ses tuyaux, etc. Finalement, c'est peut-être pas une mauvaise idée.
Le problème, c'est que plus il va y avoir de pays qui, ça va faire effet boule de neige, plus il y aura de pays qui vont faire ça, et plus les droits de transit que touche l'Ukraine vont se réduire comme peau de chagrin. Et au final, qui c'est qui va devoir combler le trou ? Ça va être l'Union Européenne. Oui, parce que l'UE, comme les États-Unis, avait rêvé de faire payer la facture post-Maïdan à la Russie. Sauf que la Russie les a vus venir avec leurs gros sabots. Et maintenant, elle les laisse se démerder avec le boulet ukrainien. Voilà, vous avez soutenu le Maïdan, maintenant payez. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Jusqu'à la lie. Démerdez-vous. Vous avez voulu la révolution du Maïdan, vous assumez les conséquences. Voilà. Autre conséquence dont les pays européens vont devoir se soucier, c'est les néo-nazis ukrainiens. Vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ça fait un bon bout de temps que je vous dis attention. Le soutien, entre autres, de la France aux néo-nazis ukrainiens, ça va finir par revenir dans la gueule de la France, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui vous fument. Enfin bon, le développement du néonazisme en Ukraine, on s'en fout, c'est à des milliers de kilomètres. Ce que je vous avais dit est en train d'arriver. Voilà. Donc là, tu as un média français qui a découvert qu'un groupe d'extrême droite surnommé LVF, alors LVF c'était l'anagramme de la Légion des volontaires français, qui s'étaient engagés aux côtés des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors bon, eux ils ont changé, ils ont mis les vilains fachos, mais ça reste le même anagramme. Ce groupe a posté sur Telegram des appels à faire des listes de juifs liés à la crise du Covid. Ils ont aussi tenu des propos racistes envers, entre autres, Daniel Obono et Mathilde Panot, qui ont porté plainte. Tu peux avoir des désaccords politiques avec les gens, c'est pas une raison pour faire ce genre de choses. Et puis surtout, les listes de juifs, là ça pue quand même. Et là où le lien se fait avec l'Ukraine, c'est que ce groupe d'extrême droite appelle ses membres à aller se former militairement en Ukraine, en donnant comme contact quelqu'un qui est au sein du régiment néo-nazi Azov. Je vous l'avais dit que soutenir des néo-nazis en Ukraine, ça finirait par retomber sur la gueule de la France. Je l'avais dit, j'avais raison. J'en ai marre d'avoir raison. Voilà. Vous vous souvenez, il y a quelques temps en arrière, il y avait eu cette histoire de trafic d'armes en Italie, trafic d'armes par des néo-nazis italiens qui étaient liés aux néo-nazis ukrainiens. Ça y est, maintenant en France, vous avez un groupe qui fait des listes de juifs et qui incite ses membres à aller dans le régiment Azov pour faire la guerre contre la population du Donbass, ici, pour acquérir une expérience militaire. Bon, et après revenir en France et puis pouvoir utiliser cette expérience militaire. Vous savez pourquoi, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Mais donc voilà, je vous l'avais dit, qu'à un moment ou à un autre, quand on soutient ce genre de pourriture, ça finit par vous retourner dans la gueule. Je veux dire, le fait que ce soit des milliers de kilomètres, on est dans un monde globalisé. Ça n'a plus une telle distance, n'a plus l'effet tampon que ça pouvait avoir il y a quelques siècles en arrière. Voilà, donc... Là, ça pue quand même. Il serait peut-être temps de se pencher un petit peu là-dessus. Alors, j'ai un pendant ce temps-là à Kiev. Alexei Arestovitch, oui, encore lui. Oui, non mais je vous dis, ce mec-là, je pense qu'il a décidé de reprendre le flambeau de Zelensky en matière de conneries. Donc, je rappelle, ce mec est conseiller du cabinet présidentiel ukrainien et membre de la délégation ukrainienne au sein du groupe de contact trilatéral. Alors, ce cher Alexei Arestovitch a sorti que l'armée russe était à parité de force avec l'armée ukrainienne. Je vous jure, je vais préparer la lèse sur le divan, parce que là c'est cosmique. Il a sorti, je cite, « La Russie n'a pas d'avantage décisif sur nous, cela n'existe pas et n'existera pas. Les généraux russes sont des professionnels, je pense qu'ils le font savoir à leurs dirigeants politiques. » Alors il a aussi sorti que pour lui, en cas d'affrontement armé entre l'armée russe et l'armée ukrainienne, l'armée russe perdra son efficacité au combat pendant plusieurs années. Bon, il n'a pas expliqué sur quoi reposer ces affirmations gratuites. Écoute chérie, je sais pas quel est ton dealer, mais là faut que t'arrêtes la drogue. Mais vite, vite.
Non, parce que là, ton dernier demi-neurone, il est en train de partir en cacahuète, mais complet. Non, parce que bon, si on prend le classement Global Firepower, qui est tout sauf un truc pro-russe quand même, hein, je le rappelle, la Russie a la deuxième armée la plus puissante au monde, pendant que l'Ukraine est 25e. Vous n'êtes pas 3e, vous n'êtes pas 4e, vous n'êtes pas 5e, vous êtes 25e. Et en plus, pour le calcul, ils prennent en compte entre autres la population, et pour l'Ukraine, ils prennent le fameux chiffre de 43 millions qui est complètement faux. Hein, ils sont maximum 36, d'accord. Donc déjà là, vous êtes surévalué, si tu veux, par rapport à ce que vous êtes réellement. Donc de quelle parité de force tu me parles, Alexei, hein? Je veux dire, on prend quelques chiffres comme ça, vite fait. La Russie peut mobiliser 46 millions de soldats quand l'Ukraine peut en mobiliser au maximum 15. L'armée russe a actuellement 1 million de soldats quand la vôtre en compte 255 000, dont la moitié est dans le Donbass. La Russie a 2 millions de réservistes quand vous en avez 900 000. 555 000 forces paramilitaires en Russie quand l'Ukraine en aligne péniblement 90 000. Et si on parle matériel, là vous allez chialer. Parce que je rappelle quand même que la Russie a 4144 avions et hélicoptères militaires quand il vous en reste 285. Elle est où votre parité là? Non. Je veux dire, la Russie a 789 avions de combat quand il vous en reste 42. Moscou a 742 avions d'attaque quand l'Ukraine en a 25. 25, hein. Avec ça vous leur faites peur à Moscou, ah ouais, vachement. Hein. La Russie a 538 hélicoptères d'attaque quand l'Ukraine en a 34. Les chars d'assaut, alors là c'est du même niveau. La Russie en a 13 000 quand l'Ukraine en a 2430. Et pour les véhicules blindés, on est à 27 000 contre 11 435. Artillerie automotrice, on est à 6 540 pièces en Russie contre 785 en Ukraine. Artillerie tractée, 4 465 contre 2040. Et les lance-roquettes, on est à 3 860 contre 550. Les forces navales, alors là j'en parle même pas. La Russie a 603 navires de guerre contre 25 pour l'Ukraine. Et la Russie a 64 sous-marins quand l'Ukraine en a 0. Voilà, etc. Je vous fais pas toute la liste à la Prévert, je vous ai mis juste quelques chiffres comme ça. Donc de quelle parité militaire tu me parles, Alexei? Exactement, parce que... Non, votre complexe militaro-industriel est plus foutu de produire quoi que ce soit. Antonov est tombé en faillite, vous avez dû le récupérer dans le complexe militaro-industriel public pour lui éviter de couler totalement, mais vous êtes plus foutu de même ne serait-ce que designer un nouvel avion. De quoi tu me parles? Mais sérieusement, vous vous êtes pris la tannée du siècle par des milices populaires en 2014 et 2015. D'accord? Des mineurs, des ouvriers, des monsieur et madame tout le monde qui vous ont mis la peignée du siècle. Votre armée a été tellement décimée que vous avez été obligé de signer 2 fois les accords de Minsk pour sauver ce qu'il en restait. De quoi tu me parles? De parité de force militaire? Mais t'es complètement à la masse, mon pauvre gars. Je veux dire, je veux bien que vous fassiez de la propagande à usage interne, mais à un moment, faut quand même rester crédible. Je veux dire, s'il y a des gens en Ukraine qui gobent vraiment ces conneries, je pense que là, faut se poser 2-3 questions sur le niveau intellectuel, c'est pas possible. Non, je veux dire, toute personne qui a un QI au-dessus de 80 ne peut pas gober ce genre de conneries, c'est pas possible. Non, l'Ukraine n'est pas à parité militaire avec la Russie, non, ça n'existe pas. Voilà, c'est ça la situation. Donc je pense qu'il faut continuer de surveiller d'un point de vue militaire, hein, parce que bon, quand les mecs commencent à te sortir que ils sont en capacité de foutre en l'air l'armée russe pour plusieurs années, je pense que faut pas se leurrer, c'est que c'est de la préparation psychologique, hein, pour préparer les gens à une reprise, à mon avis, du conflit ici. Pourquoi? Parce que l'Ukraine est dans la merde. Hein, je veux dire, financièrement, quand on est à dire que d'ici quelques années, vous pourrez même plus payer les retraites, c'est que là, il y a quand même un sérieux problème.
On voit une accumulation quand même importante de pièces d'armement lourd, le retour de nouveau de l'artillerie de 122 mm dans les munitions utilisées par l'armée ukrainienne pour nous bombarder. On voit qu'ils visent de plus en plus des infrastructures civiles. Ça c'est quand même très très mauvais, et on voit que sur le plan diplomatique, bon bah y a rien qui avance. Il y a eu de nouveau une réunion du groupe de contact trilatéral, ça a été de nouveau le cirque, purement et simplement. Je vous en parle même pas parce que c'est... Enfin, voilà. Autre petite nouvelle, on a Mikhail Saakashvili qui s'est repointé en Géorgie, où il a bien sûr été arrêté manu militari. Quel est l'intérêt de la manœuvre? Bonne question. Parce que bon, il devait bien savoir qu'il allait se faire arrêter. Alors est-ce que le but, c'est d'essayer de provoquer un mouvement de protestation appelant à le libérer, comme ils avaient tenté en Russie avec Navalny? Je sais pas, mais bon, je pense pas que Saakashvili soit un suicidaire, donc je pense que il y a une idée derrière il a une idée derrière la tête. Certainement mettre le bazar en Géorgie pour, je pense, pousser beaucoup plus la Géorgie contre la Russie, comme il l'avait fait à l'époque où il était monté au pouvoir après la Révolution des Roses. Donc situation quand même à surveiller, parce que bah là cet hiver ça va être le bazar, y compris en Europe. Pourquoi? Parce que malgré le fait que la Russie augmente au maximum les envois de gaz vers l'Europe, il est un peu tard pour se réveiller. Il y a des limites, hein. Les tuyaux peuvent pas charrier plus de gaz que leurs limites techniques. Donc re-remplir les réserves européennes, ça va être impossible. Donc en Europe, attendez-vous, comme là en Grande-Bretagne, à des pénuries. Là c'est la catastrophe en Grande-Bretagne, pénurie de carburant, pénurie dans les magasins tout simplement, et ça va vous arriver aussi en Europe parce que les réserves sont pas assez remplies. Donc si l'hiver est un peu froid, vous risquez d'avoir des coupures. Voilà. Coupure d'approvisionnement en gaz ou en électricité, ou enfin ce genre de sketch. Donc clairement, pour vous divertir de tous ces problèmes-là, en plus des histoires de passe sanitaire et compagnie, il faut vous attendre à ce que ils laissent faire l'Ukraine, comme ça ils pourront hurler à la méchante Russie qui a envahi l'Ukraine, etc., etc. Et puis comme ça, ça évitera que vous vous révoltiez contre la situation qui est due à l'incompétence totale des dirigeants occidentaux. Voilà. Donc situation à surveiller quand même d'assez près. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, portez-vous bien.